L'élection de Javier Milei en Argentine, ça a été un vrai tremblement de terre idéologique dans le monde entier. Imaginez un peu, un anarcho-capitaliste qui se revendique comme tel à la tête d'un État. Pour certains, c'était un moment historique, pour d'autres, le début d'une sacrée désillusion. Allez, on décortique cette histoire. Et attention, cette déclaration ne vient pas de n'importe qui, c'est celle de Jesús Huerta de Soto, un des plus grands noms académiques de l'école autrichienne d'économie. Il a accueilli la victoire de Milei avec des mots extrêmement forts, le plaçant carrément au même niveau que les plus grands héros de la liberté. Rien que ça. Sauf que voilà, un son de cloche radicalement différent a commencé à se faire entendre. Une critique très dure qui remet tout en question et qui affirme que cette image de héros n'est qu'une façade. Un article soutient même que le millénisme est plus qu'un échec, c'est une véritable trahison. Alors que se passe-t-il vraiment ? On va analyser les arguments. Avant de plonger dans la critique, il faut vraiment prendre la mesure de l'espoir immense qu'a suscité cette élection. Pour des gens comme Huerta de Soto et toute l'école autrichienne, ce n'était pas juste un changement de président, c'était potentiellement la validation de décennies de théories, l'espoir de voir enfin leurs idées appliquées dans le monde réel. Juste un petit rappel. L'idéologie de base de Milei et Huerta de Soto, c'est l'anarcho-capitalisme. Le but ultime, c'est une société sans État où tout serait géré par le marché libre. C'est justement cette position radicale qui rendait sa présidence si fascinante et, pour beaucoup, si pleine de promesses. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet, la critique de l'article. L'auteur, lui, soutient qu'il y a un fossé, mais alors un fossé gigantesque, entre ce que Milei dit et ce que son gouvernement fait. Et ce fossé serait rempli de contradictions assez flagrantes. Première contradiction pointée du doigt, les impôts. Tout le monde s'attendait à des baisses d'impôts massives. Sauf que, d'après l'article, le fameux excédent budgétaire dont se vante Milei a été obtenu non seulement en coupant les dépenses, mais aussi en augmentant les impôts. Pour un libertarien, ça commence un peu bizarrement. Et là, on touche à la promesse emblématique de Milei. Son slogan « Dynamiter la Banque centrale ». C'était son grand combat. Pourtant, l'article met en lumière ce qu'il décrit comme un retournement de veste spectaculaire. Non seulement la Banque centrale est toujours là, mais son président se serait carrément transformé en fervent défenseur du peso argentin. Ce qui nous amène logiquement à la planche à billets. Milei avait juré d'arrêter de financer les déficits en imprimant de l'argent. Et selon l'article, s'il a bien arrêté de le faire pour le déficit budgétaire, la masse monétaire globale, elle, aurait littéralement explosé, doublant en à peine 6 mois. Ok. Petit point un peu technique, mais c'est crucial pour comprendre la critique suivante. La praxéologie, c'est la méthode de l'école autrichienne. En gros, elle rejette les modèles mathématiques complexes que les économistes adorent pour se concentrer sur la pure logique de l'action humaine. C'est vraiment au cœur de leur identité. Et c'est là que le bas blesse selon l'auteur. Alors que Huerta de Soto voit en Milei un pur autrichien, l'article affirme que sa méthode est en fait walrasienne, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des modèles mathématiques d'équilibre général. Autrement dit, il utiliserait précisément les outils que l'école autrichienne déteste le plus, une sorte d'hérésie méthodologique, si on veut. Les contradictions ne s'arrêteraient pas là. L'article se penche sur un autre sujet, assez surprenant, la relation entre Javier Milei et Donald Trump. Voilà ce que disait Huerta de Soto, et c'est cité dans l'article. Pour lui, c'est simple, c'est le jour et la nuit. Trump, l'interventionniste qui adore les taxes douanières, contre Milei, le champion du libre-échange. Sur le papier, ça se tient. Sauf que l'article oppose une toute autre version. Il liste plusieurs points troublants. Milei qui défend les taxes de Trump, qui le décrit comme un défenseur de la liberté et qui mène une politique monétaire similaire en baissant les taux. L'auteur en conclut que, contrairement à ce qu'affirme Huerta de Soto, les points communs seraient en fait nombreux et assez significatifs. Et là, on arrive à la partie la plus lourde de la critique. L'article ne se contente plus de parler de contradictions. Il va jusqu'à accuser les politiques de Milei d'être une forme de pillage organisé par l'État lui-même. Pour bien saisir l'accusation, il faut comprendre ce qu'est le MULC. C'est le marché des changes officiel, contrôlé par la Banque centrale. Et d'après l'auteur de la critique, c'est la pièce maîtresse du mécanisme de ce fameux pillage. Loin de réduire la taille de l'État, l'article affirme que le gouvernement Milei a en réalité étendu son emprise financière. Comment ? En émettant toute une série de nouveaux types de dettes. On est donc très loin de l'objectif affiché de désendetter le pays et de libérer l'économie. Et voici l'accusation la plus folle de l'article, son affirmation la plus spectaculaire. L'auteur prétend que Milei, celui qui voulait en finir avec l'inflation, serait en fait le président qui a fait tourner la planche à billets plus que tous ses prédécesseurs réunis depuis 30 ans.
C'est une affirmation qui, si elle s'avère exacte, change complètement la donne. Alors, comment fonctionnerait ce pillage? L'article le décrit en 4 étapes. Pour faire simple, l'État manipulerait les taux de change et d'intérêt pour garantir des profits énormes à un petit cercle d'investisseurs financiers. Et qui paie l'addition? Eh bien, le reste de la population, surtout les épargnants et les exportateurs. Un transfert de l'échelle organisé, en somme, selon cette source. La conclusion de l'article est donc sans appel. Le milléisme ne serait pas juste une mauvaise politique, ce serait une véritable perversion, une hérésie des principes libertariens que Millet disait pourtant vouloir défendre. Cette citation de l'auteur Oscar Grau résume parfaitement sa pensée. Pour lui, Millet aurait utilisé le vocabulaire de la liberté pour en fait renforcer l'État, mais sous une autre forme, notamment celle d'un État interventionniste sur la scène internationale. Une trahison totale de l'héritage de penseurs comme Murray Rothbard, qui étaient farouchement anti-guerre. Au final, l'analyse se termine sur les dégâts collatéraux de toute cette affaire. L'auteur estime qu'en soutenant Millet de façon inconditionnelle, des personnalités comme Huerta de Soto auraient en fait un tort considérable à la crédibilité de tout leur courant de pensée au niveau mondial. Et on termine cette analyse sur une question qui reste ouverte. Le cas Millet, tel que cet article le présente, dépasse largement la politique argentine. Il pose une question fondamentale. Que se passe-t-il quand une idéologie pure se confronte à la dure réalité du pouvoir? Et surtout, comment un mouvement peut-il survivre quand celui qu'il considérait comme son héros est accusé d'en être le plus grand traître?